messieurs, nous vous disons bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 janvier 2023 et vous êtes à une nouvelle série de la présentation des sujets politiques faits par l'éclaireur Pro-Vérité. Et contrairement aux autres habitudes, vous n'aurez pas une émission interactive sur pratiquement un mois. Et j'espère déjà que les uns et les autres en savent la raison. Et donc, je vous lis les quelques sujets que j'ai souhaité développer en ce jour. Et le premier sujet a pour titre « Il faut sauver notre jeunesse des antivaleurs ». En Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne et centrale, des étudiants et élèves prennent pour exemple des illettrés et des paresseux pour idoles, tout simplement parce qu'ils exhibent, au moyen des réseaux sociaux, une fausse vie de riche, une vie illusoire qui en réalité n'a de fondement que sur les réseaux sociaux et leurs dérivés. J'avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre notre société actuelle, mais aussi certains jeunes. À bien observer, vous aurez l'impression d'être dans un monde où les moutons dirigent les bergers. Les personnes sans instruction ni éducation, encore moins de valeurs, se prennent pour des modèles. Et malheureusement, elles le sont devenues pour nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Il y a danger. En Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne et centrale, des étudiants et élèves prennent pour exemple des illettrés et des paresseux pour idoles, tout simplement parce qu'ils exhibent, au moyen des réseaux sociaux, une fausse vie de riche, une vie illusoire qui en réalité n'a aucun fondement dans la vie réelle. Ils disent que c'est l'argent qui fait le bonheur. Donc, cherchons entre guillemets l'argent et rien d'autre. Voici les valeurs inculquées. L'argent à tout prix. L'argent au moyen de la légèreté des fesses. L'argent de la drogue. L'argent du broutage. Et l'argent du grand banditisme. L'argent des sacrifices humains qu'ils cachent derrière de faux statuts d'influenceurs ou de blogueurs. En fait, la richesse, la vraie, se gagne au bout du travail. Il faut le dire à nos jeunes frères et sœurs, et comme c'est une vérité objective, ils ou elles voilent leur sale besogne derrière des activités privées, entre parenthèses spa, institut de beauté, magasin de vêtements et j'en passe, qui en réalité ne valent rien en chiffre d'affaires journalier. Ce sont juste des moyens de blanchiment par lesquels ils justifient leur vie de luxe à outrance aux yeux du grand public, tout en sachant en secret la vraie origine. Les anciens diront qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. M'en souviens que dans les années 90, voire 2000, il existait une catégorie de personnes à qui l'on demandait « Que fais-tu dans la vie ?» La réponse était « Je suis femme ou homme d'affaires ». Des affaires qu'on ne voit pourtant jamais. Ou encore, entre guillemets, « Je me débrouille ». Et la frustration pouvait se lire sur leur visage face aux autres qui avaient suivi des études, avaient un travail décent et vivaient sobrement leur vie. En fait, cette catégorie de personnes avait refusé l'éducation des bons et celle de la maison familiale. Elle avait aussi refusé d'apprendre un métier pour s'en sortir plus tard dans la vie. C'est pour la plupart cette même catégorie de niveau CE2
quatrième qui s'est transformé aujourd'hui en influenceur, ces blogueurs et ces soi-disant fanfarons des réseaux sociaux. Ces gens qui en réalité ont carrément raté leur vie et ont par la suite dû emprunter des raccourcis pour exister dans notre société, semblent aujourd'hui être la mode et ils pervertissent notre pauvre jeunesse. Nous devons recadrer les choses et montrer à tous que dans une société normale, les moutons ne doivent pas diriger les bergers. Un enfant n'a d'autre chose à faire que de suivre ses études pour se former. Un jeune n'a d'autre chose à faire que d'étudier ou apprendre pour qu'une fois adulte, il puisse se prendre en charge lui-même et sa famille. Voyez-vous vous-même, tous ces jeunes qui, convaincus c'est l'argent qui fait le bonheur, entre guillemets, abandonnent les bancs pour s'adonner au jeu du hasard, au vol, à la prostitution, à la drogue, à l'exhibitionnisme sur les réseaux sociaux, etc. Le sexe, les langages orduriers, les injures, la promotion de l'immaturité. Combien deviennent fous? Combien deviennent un danger pour nous-mêmes? Combien meurent-ils prématurément? Il faut sauver notre jeunesse. Il faut se prononcer. Il faut noyer les antivaleurs. Plus personne ne respecte quoi que ce soit. Chacun est libre à sa façon. Ils exhibent des voitures de location, des billets de banque, surtout de fortes sommes sur les réseaux sociaux, sans qu'aucune autorité ne se pose de questions ou ne réagisse. Ce n'est pas du tout normal. Que le gouvernement se penche sur cette grave question. Nous avons besoin de notre jeunesse pour relever les défis prochains de notre pays pour les années à venir. Ce n'est pas une société de voleurs, de sacrificateurs, de prostituées, de brouteurs qui fera de la Côte d'Ivoire un pays prospère. Nous avons besoin d'intellectuels, nous avons besoin d'ingénieurs, et j'en passe. Si rien n'est fait, dans 20 ans, ne soyons pas étonnés que toute la main-d'œuvre soit étrangère. Et nous y sommes déjà. C'était un article de notre frère Aouman Gaël Lapa, qui est analyste sociopolitique, écrivain ivoirien, auteur, poète. C'est un article qui est très clair à comprendre. C'est une exhortation à encourager les bons modèles et surtout à détruire les antivaleurs. Les personnes sans consistance morale, sans consistance intellectuelle, qui deviennent malheureusement des valeurs de référence pour aujourd'hui une jeunesse qui est carrément dans la perdition. Il sera utile que nous, en tant que parents, nous, en tant que citoyens, mais nous, en tant que des personnes qui peuvent donner de la voix, s'illustrent de la meilleure des manières pour aider les jeunes, pour aider notre société à aller vers le haut. C'est un devoir collectif qui n'exclut nullement les autorités politiques à s'engager dans cette voie-là. Parce que la meilleure richesse que l'Afrique posséderait serait sa jeunesse. Et il faut en tirer profit. Le sujet numéro 2 est un texte de notre mère, Madame Blanc, et il a pour titre « C'est simplement de la boulimie égocentrique ». Combien de fois nous sommes-nous interrogés sur ces hommes et ces femmes qui occupent des postes de responsabilité en Côte d'Ivoire? La réponse se trouve dans la façon dont ces personnes, venues de nulle part, ont été bombardées à ces postes sans respecter les critères élémentaires d'un recrutement sérieux.
Prenons le cas de certains de nos ministres actuels dans le gouvernement. Ils sont reconduits à chaque remaniement ministériel sans pour autant avoir été à la hauteur. Ils se sont même permis de commettre des petits détournements de plusieurs milliards. Il en est ainsi pour des nominations dont le seul critère reste la reconnaissance. Reconnaissance, le mot est trouvé. Mais alors, que dire de ceux qui ont perdu la vie dans la lutte pour l'avènement du RHDP au pouvoir? Ces malheureux qui ont fait le sacrifice de leur vie et aujourd'hui, ils sont purement et simplement oubliés. C'est si inhumain et si révoltant. Les hommes au pouvoir, nous ne les connaîtrons jamais. Savez-vous pourquoi? Parce que dès qu'ils sont nommés, ils se choisissent un autre monde, le monde du mysticisme. Ils confient leur vie à un soi-disant homme de Dieu qui œuvre dans le noir et guide leur vie. Que c'est un charlatan de la politique. Par conséquent, qu'attendre un ministre dont le savoir-faire lui est dicté? Voilà la raison pour laquelle la plupart de nos autorités sont coupées de la réalité. Le cas du couple Laurent Gbagbo et Simone n'a certainement pas servi de leçon. Et pourtant, c'est à cause de l'illuminisme de ces deux imposteurs ont connu une chute fracassante. Ceci expliquant cela, l'on peut imaginer le mental brouillé de la superwoman qui est subitement atteinte d'une boulimie du pouvoir au point de ne rien déléguer. Comment peut-elle être généreuse si son guide mystique lui fait miroiter un monde où elle occupe le fauteuil présidentiel? Ceci nécessite d'amasser des sous, beaucoup de sous pour battre campagne, quadriller le terrain politique en y imposant ses pions. Elle y travaille. Après tout, n'est-elle pas celle qui chuchote à l'oreille de l'actuel président en attendant son tour? Et pas dans n'importe quelle langue, dans la langue de Shakespeare, s'il vous plaît. She is a great English teacher. Ne l'entendez pas là où elle devrait être. Elle est dans son propre monde où il n'y a ni générosité, ni considération pour autrui. Son monde chimérique en attendant d'être couronnée reine. Ce monde que nous, les élèves de la classe éclaireur pro-vérité, détestons et combattons. C'était un très beau texte de notre mère, Madame Blanc. Cela nous fait passer au sujet numéro 3, qui n'est pas un texte, qui est directement une analyse d'éclaireur pro-vérité sur l'approche que l'on constate aujourd'hui, selon laquelle le RHDP et Affinessant seraient en rapprochement. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que ce rapprochement, qui pourrait, après avoir écouté Affinessant aujourd'hui, se faire dans les 2 semaines au maximum à venir, nous prête à sourire et à nous demander de quoi demain sera fait, surtout pour notre pauvre Côte d'Ivoire. Et donc, en attendant de voir cette alliance, il est de notre devoir de pouvoir donner de la vie, en tout cas, tout au moins certains de nos avis, pour essayer d'apporter un certain éclairci selon notre vision. Et si cela vous convenait, tant mieux.
Mais le débat est toujours ouvert et la possibilité de pouvoir cogiter, de pouvoir spéculer est toujours ouverte. Et donc, Afin Guesson, en tout cas pour ce qui a été dit, dans les quelques jours à venir, se retrouvera au sein du RHDP. Pour ceux qui sont des observateurs de la politique ivoirienne, cela ne pourrait absolument pas être un fait nouveau sous le soleil. M. Afin Guesson nous rappelle aujourd'hui la posture des hommes politiques inconstants, des hommes politiques qui sont des saisonniers, comme Laurent Fologo, qui disait-il ne séchait son habit que sous le soleil. Disait-il encore, Laurent Denon Fologo, un politicien d'une république bananière qui se respecte ne devrait jamais sécher son habit sous la pluie. Une manière de vous dire que là où l'individu peut se faire une aisance, à obtenir de l'argent, de la gloire facilement, c'est ça le mérite de la politique pour ces personnes. Aujourd'hui, à l'analyse, nous nous demandons quelle serait bien la différence entre la posture de M. Afin Guesson et celle de M. Laurent Denon Fologo. Le point commun, c'est que nous avons affaire à des saisonniers politiques, des personnes qui peuvent s'allier au diable, mais en même temps, Ouattara qu'ils traitaient de diable aujourd'hui, ils peuvent aussi copiner avec la mère du diable. Ainsi, malheureusement, la politique en Afrique est faite, où on peut assister à la naissance d'êtres hybrides les plus improbables. Et Afin Guesson en est une illustration parfaite. Et donc, si cette alliance arrivait à se concrétiser, est-ce Afin Guesson qu'il faudrait accuser? Ou est-ce le RHDP, en tout cas ses stratèges et ses tacticiens qu'il faudrait accuser? Pour ma part, je crois que il faudrait plutôt accuser le RHDP, qui au lieu de traiter les vrais problèmes, les vraies problématiques de la Côte d'Ivoire, semble et est dans une posture de se couper progressivement, mais de façon résolue de la réalité, pour demain nous imposer le poids du réel et exposer à nouveau le pays à des incertitudes aussi graves qu'imminentes quand on connaît l'inconstance de ces politiciens. Afin Guesson ne s'est-il pas allié en tant qu'un individu adulte, en tant qu'une personne qui se dirait intellectuelle, en tant qu'une personne qui se dit homme politique, qui a pour premier rôle de faire le bonheur de son peuple, ne s'est-il pas allié aux djihadistes du CNT pour faire tuer des Ivoiriens? C'est ce même Afin Guesson qui aujourd'hui se retrouverait au sein du RHDP. Mais la question que nous pourrions nous poser est de savoir qu'est-ce qui a véritablement changé? Est-ce que Afin Guesson a changé? Est-ce qu'on peut s'allier à quelqu'un qui est instable, inconstant et espérer avoir de la sécurité? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de carrure, qui n'a pas de posture et qui s'allie à tout le monde, mais qui conserve son inconstance, peut être un allié qui ne va pas nous trahir? Voilà autant de questions que le RHDP devrait se poser. Ce que les observateurs devraient savoir, c'est que aujourd'hui, le RHDP est dans une posture où, avec le fait qu'il possède le pouvoir, le RHDP pense qu'il maîtrise tout le jeu et que, au bon moment, il saurait comment tirer les ficelles. Et voit l'opposition comme une bande de personnes qui avancent dans une stratégie sans tactique. En tout cas, c'est comme ça que le RHDP voit l'opposition ivoirienne. Dans tout ce que vous voyez, les stratèges du RHDP se disent
Nous sommes en train de les diviser, de les affaiblir, et chacun va aller dans sa chapelle. Et donc, ils vont évoluer sans tactique. Mais sachez, si je me base pour essayer d'étayer ma réflexion sur une stratégie de Sun Tzu dans l'art de la guerre, Sun Tzu nous dit comme ça que la stratégie sans tactique est le chemin le plus long, mais le plus sûr pour aller vers la victoire. Je m'explique. Aujourd'hui, le RHDP pense que les opposants sont dans un brouillard où chacun est dispersé et qu'aujourd'hui, lui, le RHDP peut tirer les ficelles comme il le veut pour faire danser les opposants au son de son tambour. Et donc, le RHDP se met dans une posture d'autosatisfaction. Très bonne chose. Et conçoit que l'opposition aujourd'hui est complètement en lambeaux et sans stratégie. Mais ce que j'aimerais dire au RHDP et à ses stratèges, c'est que c'est une vue d'esprit. L'opposition que vous voyez, que vous considérez comme désorganisée, que vous considérez comme sans tactique, sachez qu'elle est dans une stratégie de vous envahir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Ça ne sera pas seulement un phagocytage, mais ça sera une double attaque. Et donc, des gens comme les AFI, des gens comme bien d'autres que vous voyez en grande masse, en grande quantité venir dire qu'ils sont revenus au RHDP, et on pense qu'ils n'ont pas de stratégie. Pourtant, leur stratégie est simple. Eux viennent, ils rentrent à l'intérieur, ils donnent les renseignements à ceux qui sont à l'extérieur, et donc on fait le combat sur deux fronts. On combattra donc le RHDP en lui donnant l'impression que le RHDP n'est pas la cible, mais en réalité, comme on le dit, la plus grande tactique de la guerre, c'est surtout le leurre. Il faut donner l'impression à l'ennemi que l'objectif que l'on vise n'est véritablement pas ce qui nous intéresse. Et malheureusement pour moi, selon ce que je pense, le RHDP est en train progressivement de tomber dans ce piège-là. Parce qu'à la réalité, la stratégie du RHDP est basée sur une tactique sans stratégie. Donc c'est du bruit avant la défaite. Le RHDP est dans une tactique sans stratégie parce que le RHDP aujourd'hui est en train de négliger ses militants, est en train même de donner plus de poids aux opposants, aux arrivistes, aux saisonniers politiques, au détriment de ses propres militants. Et le bruit que font, sinon les bruits que font ces militants, ne semblent pas du tout intéresser le RHDP. Quand on regarde les mauvais choix et la posture dictatoriale, tyrannique, despotique du directoire du RHDP, qui impose des candidats sur la base du népotisme, qui impose des candidats sur la base de leur intérêt d'amitié, qui impose des candidats sur la base de leurs affinités, sans tenir compte de l'avis des militants. J'ai dit que ce parti-là est en train de faire une tactique sans stratégie. Et c'est ce qui lui sera le plus fatal. Parce qu'au même moment où l'opposition qu'elle considère comme étant dans une stratégie sans tactique, c'est cette opposition-là qui va l'agresser de l'intérieur avec les infiltrés qu'on appelle aujourd'hui ceux qui viennent s'allier, et en même temps être attaqué de l'extérieur par les opposants, le PPACI et autres, le PDCI, ceux qui seront restés, et en même temps, le RHDP, au moment voulu, en temps opportun, ne trouvera pas de base militante pour lui donner la force qu'il faut. Et ça, il faut en tenir compte. Et aujourd'hui, ceux qui se considèrent comme les tacticiens du RHDP, comme je l'ai bien dit, sont carrément en train de faire le bruit avant la défaite. On a réuni 10 000 opposants, on a réuni 10 000 personnes, on a réuni Afingessan, on a réuni telle personne, on a eu 50 personnes du PDCI qui sont venues. Mais ces personnes qui viennent là, ils viennent avec quel capital politique? Toutes ces personnes qui viennent, anciens députés,
anciens maires, anciens temps. Ce sont des gens finis. Ce sont des gens qui ne peuvent pas apporter des bases militantes. Ce sont des gens qui ne peuvent pas apporter de caution politique parce qu'ils n'ont pas d'idéologie. Ce sont des gens qui ne peuvent plus convaincre sur le terrain. Mais quand on s'allie avec des poids morts, qu'est-ce que vous voulez bien espérer? Quand, dans votre naufrage, en plein océan, vous êtes obligé de vous accrocher à une branche sèche, est-ce qu'en réalité, vous pouvez compter là-dessus? Est-ce que le RHDP peut compter sur Afin-N'Guessan pour occuper tout l'est de la Côte d'Ivoire? Est-ce que le RHDP peut compter sur ces soi-disant anciens députés, anciens maires, anciens je ne sais quoi? Des gens déjà complètement finis. Qu'est-ce que ces personnes-là peuvent réellement apporter dans le terrain du réel? Voilà autant de questions que nous autres, nous posons. Nous ne disons pas que nous avons la science infuse ou que nous connaissons tout, mais nous disons que la meilleure stratégie serait le réalisme. Et il serait profitable au RHDP d'utiliser ses capacités qu'il utilise en ce moment pour essayer de galvaniser ses bases militantes, pour essayer de se battre, pour essayer de reconquérir et de parler le même langage que ses militants. Parce qu'à la réalité, il faut que le RHDP sache une chose. Quelle que soit la ruse que l'on voudrait utiliser pour éviter son destin, on finit par se retrouver confronté à son propre destin. Ces mêmes opposants, tels qu'ils sont venus, tels ils vous quitteraient au moment opportun pour mener la lutte. Et ça sera comme de l'eau qui fuit les hauteurs, mais qui finit par remplir les creux. Chacun ira là où il se sent le mieux. Chacun ira là où il se sent le mieux. Si aujourd'hui l'opposition, dans son ensemble, fait ce double jeu, d'autres s'allient, d'autres s'opposent, mais on a le même objectif qui est le creux, l'eau finira par rentrer là où ça doit rentrer. Parce que l'opposition a compris quelque chose que le RHDP ne comprend pas ou ne veut pas comprendre. L'opposition a compris qu'il ne peut pas se battre et que ce n'est pas le moment de se battre. Et donc, il faut se fondre. Il faut se fondre dans l'environnement et attendre le bon moment. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, comme disait Sun Tzu, les guerriers victorieux gagnent toujours d'abord et vont à la guerre ensuite, alors que les vaincus sont ceux qui vont à la guerre d'abord et cherchent ensuite à vaincre. Les opposants qu'on pense aujourd'hui avoir été vaincus là, ils sont en train de donner cette posture pour donner l'impression au RHDP qui eux-mêmes les sont vaincus, pour que le RHDP puisse multiplier les erreurs. Mais est-ce que le RHDP le comprend ainsi? En réalité, les opposants ont mieux compris le RHDP et savent eux-mêmes ce qu'ils valent. Donc, ils n'ont pas à craindre les résultats d'une quelconque bataille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le terrain de la confrontation, il faut connaître ton ennemi, mais il faut toi-même te connaître. Et quand tu connais ces deux facteurs-là, tu ne crains pas l'issue d'une bataille. Et donc, très méthodiquement, l'opposition est en train de s'imposer. Mais le RHDP minimise les faits et pense que la providence divine sera toujours de son côté. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir le courage d'affronter les vrais problèmes au bon moment. Et au moment où le RHDP se rendra compte
non seulement la quantité des ennemis de l'intérieur seront énormes, parce qu'il ne faut pas aussi oublier ceux même au sein du RHDP qui jouent sur les deux fronts, sans oublier les nouveaux arrivants qui seront des ennemis en interne, et sans oublier les ennemis externes, c'est-à-dire le PDCI, le PPACI et autres, qui vont tous se mettre ensemble sur tous les fronts. Cela finit, comme je le disais, à nous remettre dans l'équation que le RDR-RHDP sera face, seul à son destin, fera face. Il n'y a pas d'autre alternative. Et donc, pourquoi se mentir à soi-même? Pourquoi ne pas accepter de se connaître soi-même? Et pourquoi ne pas être capable d'accepter ce que nous sommes? Malheureusement, la folie du pouvoir peut faire perdre la tête et le sens même de la réalité à des esprits faibles. Lorsque, dans un pouvoir, les esprits faibles deviennent majoritaires sur les esprits éclairés, malheureusement, de telles erreurs peuvent advenir et les gens joueraient à les étonner. Mais pourquoi c'est arrivé? C'est arrivé simplement parce que vous n'aviez pas voulu vous connaître vous-même. On pense que c'est les opposants qui sont dans le vent, mais aujourd'hui, ils maîtrisent. Et ils vous le disent. C'est Alassane Ouattara qui a votre force. L'opposition aussi commence à vous connaître. Et sur Alassane Ouattara, pour l'avoir, il faut se rapprocher de lui. Donc il faut rentrer, il faut se mélanger à eux. Et on va mieux les connaître et on va les combattre. On pourrait aller plus loin dans cette analyse pour bien se poser la question. Dans cette analyse, dans cette alliance, si je prends le cas spécifique d'Affinguesson qui serait ou qui viendrait bientôt au RHDP, posez-vous simplement la question de savoir, dans une alliance, aujourd'hui à écouter M. Afi dans l'émission NCI, dans une alliance où c'est un plus faible qui vient s'allier au plus fort, est-ce qu'il n'est pas du droit du plus fort de dire « je suis en position de force », il faut se diluer dans le parti. Malheureusement, le RHDP fait cette erreur fatale-là, de ne pas avoir le courage de dire à ses nouveaux alliés « c'est moi le maître du jeu, donc je ne fais pas d'alliance. Si vous êtes d'accord avec nous, vous vous diluez à l'intérieur du RHDP. » Et donc, dans la tête d'Afi, en tout cas, pour l'avoir écouté, lui ne voit pas les choses comme de la manière que le RHDP voit. Lui voit cela comme une alliance, alors que dans une alliance, à un certain moment, on peut repartir. Et si telle était la posture, ça veut donc dire que c'est le plus fort qui va perdre. Parce qu'ils vont venir, ils vont mieux connaître le RHDP de l'intérieur, ils vont s'enrichir encore, et ça va leur permettre d'avoir une capacité de nuisance. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là pour poser la question suivante au RHDP. À qui profite réellement un marché de dupes? Lorsqu'il y a un marché de dupes, ça doit nécessairement profiter à quelqu'un. C'est celui qui organise ce marché. Et malheureusement, le RHDP est en train de signer sa propre lettre d'exécution en pensant qu'ils sont dans la stratégie politique, en pensant que les mots doux que l'opposition donne aujourd'hui, c'est simplement parce que cette opposition a compris que dans le terrain de la violence, qui était dans son pédigré, et que le RHDP a pu détecter, même sur ce terrain de la violence, aujourd'hui, le parti les maîtrise sur cette stratégie-là. Et donc, il faut forcément changer de tactique en évaluant l'ennemi. Et donc, nous attendons bien de voir la suite. En tout cas, moi, éclaireur pro-vérité, les avis que je donne ne m'engagent que moi-même personnellement. Cette alliance-là est une alliance contre nature.
est une alliance pour simplement berner les Ivoiriens, mais c'est une alliance qui profiterait plus au FPI d'Afingessan, qui aujourd'hui est en manque de capacité d'exister. Aujourd'hui, le FPI, Afingessan, tel qu'il est seul, a besoin aujourd'hui d'un allié fort pour s'assurer une survie politique. Et donc, dans le marché des dupes, c'est ici le plus faible qui gagne sur le plus fort. Parce que si nous considérons déjà, même le simple fait d'être au pouvoir rend le RHDP plus fort. Mais ce FPI qui vient là, lui vient avec quelle capacité? Pas grand-chose, sinon pour ne dire rien. Qu'est-ce qu'il peut apporter pour rendre le parti plus fort? Rien. Et donc, qu'est-ce qu'il aura perdu? Rien. Mais qu'est-ce qu'il gagne, le FPI? Il gagne tout. Il gagne tout. Il gagne sa survie. Il gagne en crédibilité. Mais surtout, il gagne en termes de s'être rapproché de son ennemi pour pouvoir le vaincre davantage. Et donc, nous attendons de voir la suite. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des divins. Nous ne faisons que des spéculations politiques pour dire le peu que nous savons. Et nous espérons le mieux pour la Côte d'Ivoire. Mais je dis aux Ivoiriens, ouvrez les yeux et prenez le chemin de comprendre la réalité et le fonctionnement de nos politiques, de nos hommes politiques africains, et méfiez-vous-en. Et ne donnez surtout pas, et absolument pas, votre vie à un politicien. Sinon, le reste du monde se ferait sans vous. Et Afingessan l'a très bien dit. Dans son émission, quand le journaliste lui a demandé son incohérence lorsqu'il était dans le CNT et aujourd'hui il veut prôner sur des valeurs de notre société, Afingessan a dit simplement, ceux qui sont morts, je paraphrase ce qu'il dit, il a même rejeté la faute au RHDP. Il dit les autres d'en face ont imposé la violence, sinon le CNT, sous le modèle de Gandhi et autres, ce n'est pas fait pour faire dans la violence. Donc ça veut dire que il y a eu plus de morts du côté RHDP que de l'opposition. Afingessan dit que ces personnes-là se sont suicidées. Parce que eux, quand ils ont fait leur CNT, ce n'est pas eux qui ont tué. Donc c'est encore le RHDP qui a tué. Ou bien ce sont les militants du RHDP qui se sont suicidés. C'est avec un tel individu qui n'a même pas le courage de reconnaître qu'il a fait du mal à la République. C'est avec un tel individu que le RHDP rentre en alliance politique. Il a aussi dit que, à force de copiner ou de dessiner le diable sur sa porte, on finit par avoir le diable en face de nous. Et le RHDP, à force de jouer avec les anti-modèles, finira en pensant qu'il pourra transformer les anti-modèles. Mais ça sera les anti-modèles. Ce seront, les anti-modèles qui vont plutôt transformer le RHDP, qui va être une bombe à retardement. Et seuls les plus chanceux pourront s'en sortir. Je termine avec cette parabole qui dit que lorsque vous voyez un serpent se payer un vélo, c'est lui seul qui connaît les mécanismes par lesquels il va pédaler ce vélo. Nous attendons de bien voir ce que ce mariage-là va nous donner. Et l'avenir nous dira de quoi il est fait. Mesdames et messieurs, c'était l'ensemble des analyses socio-politiques de ce 30 janvier 2022. Nous vous en remercions et nous prions pour que la grâce de Dieu soit sur chacun et sur tous les Ivoiriens. Je vous en remercie.